Autrefois en entreprise, on parlait français. Directeur, agent de maîtrise, on se comprenait. Aujourd'hui c'est du win-win. 9 langues, 9 langues. Alors, mes chers concitoyens, chers amis, militants francophones de France et d'ailleurs, je salue d'abord le Haut Conseil international de la langue française et de la francophonie, qui est l'organisateur, ainsi qu'Albert Salon, inlassable fédérateur des résistances linguistiques dans notre pays. Déjà, l'association Courriel, qui milite contre le tout anglais sur des bases progressistes et internationalistes, avait organisé un premier rassemblement de rue le 15 janvier dernier devant la Fontaine Molière, à l'occasion du 400e anniversaire du baptême de Jean-Baptiste Poquelin, le grand auteur dont le nom sert de porte-drapeau à notre langue. Chers amis, la situation de notre langue et celle aussi de la plupart des langues nationales d'Europe, si ce n'est de la planète, est bien plus précaire et préoccupante qu'il n'y paraît. Bien sûr, nous parlons tous français au quotidien, mais la destruction des langues est moins une affaire de surface qu'elle n'est la résultante invisible de plaques tectoniques socioculturelles ripant les unes sur les autres au rythme des rapports de force souterrains entre blocs géopolitiques et entre classes sociales. Aujourd'hui, tous les jours, de grandes entreprises de France, à commencer par Renault ou par Peugeot, basculent leur communication technique interne à l'anglais, comme l'a déjà fait Volkswagen en Allemagne. Déjà, des émissions de grande écoute, comme The Voice Kids ou The Artists, monopolisent les samedis soirs de la France populaire sur les médias, sans que le CSA y trouve jamais à redire. Déjà, en effet, vous avez bien raison de siffler, déjà, la masse des publicités télévisuelles est en franglais, voire carrément en globiche. Et loin de contrarier cet arrachage linguistique et cette substitution systématique de l'anglais au français, comme leur en font pourtant obligation l'article 2 de la Constitution et la loi Toubon de 1994, les autorités nationales et souvent territoriales encouragent ce basculement illégal et inique. Ainsi de la présidente de la région francilienne, alors ministre de l'Enseignement supérieur, qui a mérité par 2 fois le prix infamant de la carpette anglaise, en déclarant que, je cite, « le français est une langue en déclin », en baptisant Navigo Easy la carte de transport des franciliens, et en proclamant, toute fierté française ravalée, que l'un de ses objectifs à l'université était de, je cite, « faire sauter le tabou des cours anglais à l'université ». Lui succédant, ce fut au tour de la ministre Geneviève Fioraso de fermer les yeux et de fait d'encourager la généralisation rampante et largement illégale de cours dispensés en anglais à des francophones et par des francophones dans les universités françaises en cours d'américanisation galopante. Aujourd'hui, c'est le chef de l'État himself qui, en France même, organise des événements internationaux intitulés « Make the Planet Great Again », j'espère que j'ai un bon accent, « One Planet Summit »,« French Tech » ou « Choose Friends ». On préférerait que ce soit un petit peu choisissez la langue française. Tandis que sa secrétaire d'État aux universités, Madame Vidal, décide par décret d'officialiser inconstitutionnellement, j'ai réussi à le dire, l'anglais comme langue bis du 3e cycle universitaire. Déjà, dans les années 2000, le ministre de l'Éducation de l'époque avait multiplié les enseignements en anglais des ainsi dites disciplines non linguistiques, DNL, des collèges et des lycées. Ne parlons pas de ces collectivités territoriales sans honneur qui cultivent leur com en globish, type Loire-Valley, Lorraine Airport ou In NC Mountains. Yeah! Il s'agit donc bel et bien d'une politique linguistique et pas seulement ni principalement de l'air du temps comme on voudrait nous le faire croire. Aux sources de cette néocolonisation linguistique qui n'a rien à voir avec on ne sait quelle créolisation, quoi qu'en dise un présidentiable qui se piquait jadis d'indépendantisme français, on trouve 4 strates de décideurs oligarchiques. Au sommet de la pyramide, un empire anglo-saxon qui, depuis 1945, a mis le paquet, a investi des milliards pour imposer sa langue et sa culture au monde, sachant que ce serait pour lui un énorme avantage politique, militaire, commercial, et que cela détruirait au passage les sources de la créativité des pays soumis à son power, pas si soft que ça.
Un peu plus bas, on a cette étrange Union européenne qui, en plein Brexit, comme l'a signalé tout à l'heure Albert, vient de décider sous l'impulsion de Madame Ursula von der Leyen de faire de l'anglais, en effet, faut-il dire de Lady Ursula von der Leyen, la seule langue de travail de la Commission européenne, du Parquet européen et de la Cour des comptes européenne. Où ça s'arrêtera-t-il ? Un étage plus bas encore, on trouve l'essentiel de nos dirigeants américano-formatés, successifs. Quelle que soit leur couleur politique depuis 1992, date de validation du traité de Maastricht, et malgré le non français à l'Euroconstitution qui a suivi en 2005, ces dirigeants n'ont eu de cesse de marcher vers une forme d'empire continental et transatlantique. Son marché unique mondialisé nécessite en effet, pour pouvoir fonctionner au rythme des traités libre-échangistes mondiaux, TAFTA et autres CETA, une forme de politique unique, d'économie néolibérale unique, donc de New Language unique. Cette dernière permettrait en effet d'intensifier la concurrence sauvage entre les travailleurs des deux rives de l'Atlantique, tout en conférant un gros avantage sélectif aux transnationales sur toutes ces PME où l'on s'obstine encore bêtement à œuvrer en français, en italien, en allemand ou en grec, dans le fin fond de quelques campagnes reculées. L'inspirateur de cette politique globalitaire n'est autre que le capital financier euromondialisé, et ce n'est pas là une affirmation gratuite émanant d'on ne sait quel archéo-marxiste prétendu, c'est la déclaration très officielle que crut bon de faire le baron Ernest-Antoine Seillière, devenu le chef de file du patronat européen, quand il osa déclarer en 2004 devant le Conseil européen, et en présence de Jacques Chirac, qui eut alors, reconnaissons-le, la décence de claquer la porte, que lui, Ernest-Antoine Seillière, ne s'exprimerait plus désormais devant les instances européennes qu'en anglais. La langue des enfers et de l'entreprise. Faut-il dire sans commentaire ou plutôt no comment? Les enjeux de cette politique de classe et de casse linguistique continentale et transcontinentale sont colossaux et il serait navrant que les représentants patentés du monde du travail continuent de s'en désintéresser, à l'exemple de ceux qui croient finaux de déclarer que leur parti, jadis celui des lettres françaises, is back, ou que red is the new green, ou qui trouvent désormais que la multiplication des enseignes libellées en anglais dans Paris est un signe heureux de métissage, alors qu'une seule langue, parachutée à partir des services de com des méga-entreprises publiques et privées, est imposée sans aucun débat préalable de Varsovie à Madrid et de plus en plus, hélas, de Bruxelles à Montréal en passant par Libreville et Kigali. Bref, cet infect mélange à sens unique qui fait qu'on entend sur nos ondes, dans la parfaite indifférence du CSA, qu'un mixte linguistique monotonal et unicolore, alors que sont quasi absentes des ondes publiques nationales les chanteurs latino-américains, les chanteurs africains francophones, les chanteurs russophones, ukrainophones, arabophones, berbérophones, je salue les berbères qui ont parlé tout à l'heure, sinophones, italophones, montrent bien que le tout anglais qui nous submerge n'a rien à voir avec la créativité du bon peuple d'en bas et qu'il provient à 95% d'une énorme manipulation mondiale et pluridécennale que trop de nos concitoyens relaient en toute inconscience. Ce basculement linguistique est d'autant plus insidieux qu'il est tout bonnement interdit d'en débattre au Parlement et même dans les médias, et que préventivement, quelques chiens de garde de la bien-pensance linguistico-culturelle, toujours les mêmes d'ailleurs, sont préposés dans les médias pour nous expliquer ce dont nul ne se serait spontanément douté, bien entendu, qu'une langue s'avie, que l'entrée massive de mots et de tournures anglais dans notre parler quotidien est le signe d'une très grande vitalité de la langue française, et que, really, le pire pour l'avenir du français, ce serait que l'on s'entêtât sottement à dire oui et non yes, réserver la date et non save the date, flûte alors et non oh my god. Comme le disent maintenant même des gamins quand ils trouvent l'eau de la piscine un peu trop cold. Thèse si absurde. Messieurs les linguistes stipendiés, merci. Qu'elle revient à dire que le jour où tous les mots de la langue française auront été remplacés par des mots anglais, alors ce jour-là, le français sera dans une forme éblouissante et que nous pourrons introduire dans la New Constitution du futur French Euroland la phrase suivante, à la place de celle qui existe maintenant,
à la place de la langue de la République et le français. The state protects the French, the ancient language of this country. Vous voyez, si ce jour-là arrive, il y aura vraiment de quoi pleurer. Le premier enjeu de ce linguicide du français est en effet d'imposer une langue unique mondiale. Ce globish d'aéroport qui ridiculise la langue de Shakespeare tout en dévastant celle de Molière, de Dante, de Goethe et de Mayakovsky. Ce faisant, le but poursuivi est de désegmenter à la sauvage le marché continental et transcontinental de la force de travail. Ainsi serait mis brutalement en concurrence libre et non faussée, pour reprendre la glaciale formulation du traité de Maastricht, et cela pour un seul et même emploi, pour un seul et même job, non plus quelques dizaines de postulants, mais des milliers et des milliers de travailleurs en Europe et de par le monde. Imagine-t-on le dynamitage salarial et social sans précédent des marchés national, européen et mondial du travail que produirait cette désegmentation linguistique sauvage induite par l'arme antisociale et antinationale absolue que ne demande qu'à devenir le tout anglais. Cette maximisation de la concurrence entre les peuples, entre les salariés, entre les entreprises, que permettrait le basculement total du marché européen et transatlantique de l'emploi au tout anglais, se ferait-elle à l'avantage des ouvriers, des employés, des ingénieurs, des chercheurs, des paysans, des artisans, des petits et moyens industriels et commerçants, ou s'effectuerait-elle au seul avantage des élites globalisées et du grand capital transnational? Il suffit de poser la question pour mesurer l'énormité planétaire des enjeux sociétaux et sociaux explosifs que recèle ce chambardement linguistique totalement soustrait au débat citoyen, à quelque échelon que ce soit. Ensuite, les langues n'offrant pas seulement le moyen de communiquer sa pensée, mais constituant le corps même de l'esprit humain, prenant une forme socialisée, le reformatage en cours du monde, de l'Europe et de la France au globish, est une manière d'instituer une novlangue managériale unique, pénétrée d'idéologies oligarchiques et forçant notre pays, si j'ose dire, à changer d'âme. Non, il n'est pas neutre de dire « my boss » affectueusement, et non « mon taulier », comme disaient naguère les caustiques ouvriers de ce pays. Il n'est pas neutre de dire « le job », avec tout ce que cela comporte de résignation au petit boulot jetable, et non plus l'emploi, le travail, le métier, puisque notre langue comporte bien des nuances pour distinguer et pour désigner précisément des données aussi différentes. Enfin, imagine-t-on l'immense contre-révolution non pas seulement politique et idéologique, mais anthropologique que comporterait le basculement final de la France, de l'Europe et du monde à un idiome unique centré sur l'idéologie de la marchandisation universelle. En réalité, avisons-nous à temps de cela, le langage humain, cela n'existe pas, car nous ne sommes pas des animaux dont les modes de communication instinctifs découlent quasi directement de leur ADN. Il existe au contraire des langues humaines, toutes attachées à une culture et à une histoire singulière. Et contrairement à ce que suggère le mythe de la tour de Babel, le pluriel est producteur d'humanité, car c'est l'échange entre ces langues diverses, c'est cette diversité partagée qui a largement produit ce que Teilhard de Chardin appelait le phénomène humain, laquelle ne doit pas avoir pour perspective lugubre l'uniformisation générale, avec pour arrière-plan la dictature sans âme du business is business et du time is money, mais le partage égalitaire de toutes nos différences. Dans ces conditions, comment se fait-il, notamment, que tant des idéologues en vue de l'écologie, qui disent se battre pour la biodiversité naturelle, faisons un petit pléonasme, refusent-ils de voir que la pluralité des langues est à la culture, ce que la diversité des espèces est à la nature, un gage de salutaire équilibre dynamique. C'est pourquoi Courriel, et j'en suis persuadé, la plupart de ceux qui sont ici, qui opposent clairement le nationalisme xénophobe au généreux patriotisme républicain, vous appellent à conjuguer vos résistances linguistiques à toutes vos autres formes de résistance civique. Chaque fois que refusant le tout anglais en tant qu'individu ou en tant qu'organisation, voire en tant que syndicaliste menant la lutte sur tous ses aspects, défense des salaires, du produire en France, des services publics, de la protection sociale mise en place en 1945, chaque fois que nous imposerons le débat sur la langue, nous briserons du même coup ce consensus mortifère sur le linguicide du français, cette omerta sur le débat linguistique
qui strangule en coulisses la langue de Louise Labbé, d'Hugo, d'Aragon, qui est aussi celle de Césaire et de Fanon, celle de Kateb Yassine et de Félix Leclerc, et qui fut aussi celle de Sankara et de Toussaint Louverture. Alors, n'écoutons pas nos élites surfaites qui feignent un anticolonialisme de façade et qui déclarent par la voix jupitérienne de leur chef de file hexagonal vouloir, je cite, affranchir le français de la France. Car c'est l'inverse qu'elles veulent faire en réalité. Leur projet est plutôt d'affranchir la France de sa langue pour arracher son histoire, ou pire, pour muséifier notre idiome frondeur et pour le réduire au rôle de langue domestique, faisant des peuples francophones autant de peuples domestiqués. En ce 400e anniversaire du baptême de Jean-Baptiste Poquelin Molière, où les hommages hypocrites se multiplient pendant que l'on arrache la langue de ce génie du rire à la française, refusons de dire « yes »,« of course »,« ok » au Tartuffe qui tue notre langue en feignant de l'encenser. L'internationalisme que nous voulons ne doit pas être le tombeau de la diversité, et la langue véritable de l'Europe, comme l'a dit le très grand écrivain italien Umberto Eco, ne saurait être autre chose que la traduction. Évincer et déclasser le français, c'est violer la Constitution. C'est, chose horrible à dire, bafouer, voire forcer Marianne. Mais Marianne ne consentira pas plus que ne consentent nos frères du Québec, d'Afrique, de Wallonie et d'ailleurs. Alors oui à la langue française, langue de la République et ciment de la francophonie internationale, et non, non, non au tout anglais aliénant. On jargonne, on baragouine pour mieux se faire entendre. Ah, Berthier, Oui. viens présenter notre nouveau projet.